C'est parti pour une deuxième vidéo sur les applications de la dérivation, donc une application très importante, l'inégalité des accroissements finis. Donc il s'agit du paragraphe 3.2 du cours et essentiellement le théorème 28, donc que vous retrouvez ici. Alors toujours ce petit bug. Voilà. Le théorème 28 donc dit inégalité des accroissements finis. Alors il faut savoir qu'il existe, enfin il faut savoir, juste pour, je devrais plutôt dire juste pour votre culture mathématique, vous pouvez savoir qu'il existe un autre théorème qui s'appelle l'égalité des accroissements finis ou théorème des accroissements finis qui donne des résultats un petit peu plus précis que ce théorème, mais l'inégalité suffit dans la plupart des cas et de toute façon c'est le seul qui est au programme de CE1. Donc ce théorème 28 a besoin d'une fonction f de classe C1 sur un intervalle i. Vous remarquez que j'ai présenté ça en deux versions. Évidemment, deux versions qui sont tout à fait utilisables de la même façon, qui sont tout à fait équivalentes, mais qui, suivant les problèmes, il sera plus facile d'utiliser la version 1 ou la version 2. Donc pour cette inégalité des accroissements finis, en version 1, si il existe deux réels petit m et grand m, tels que pour tout x appartenant à i, f' de x est compris entre petit m et grand m, donc ici f' de x, bien sûr, représente le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x. Si ce nombre dérivé est compris entre deux valeurs petit m et grand m, en d'autres termes, si ce nombre dérivé est fini, voilà pourquoi fini, eh bien on va avoir la phrase suivante, c'est-à-dire que pour toute couple de réels a et b dans l'intervalle i, avec bien sûr a plus petit que b, alors m facteur de b moins a est plus petit que f de b moins f de a, lui-même plus petit que grand M facteur de b moins a. Donc une inégalité qui, vue comme ça, a l'air un petit peu compliquée, a l'air un petit peu étrange, mais comme on le verra dans l'exercice d'application qui suit, eh bien cette inégalité nous permet de faire des choses assez poussées et n'est pas si difficile que ça à utiliser. Je reviens juste sur le terme accroissement qui est ici avant de passer à la deuxième version. Ici, il faut savoir que la dérivée, finalement, va caractériser la quantité d'accroissement en fait d'une fonction. Vous savez que lorsque la dérivée est positive, eh bien la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et plus la valeur de la dérivée est importante, plus la fonction va croître de façon importante. Évidemment, on a la même chose si f' est négative, c'est-à-dire qu'on va avoir une fonction qui va décroître très fortement. Donc ici, ce que l'on dit, c'est que si jamais l'accroissement est fini, hein, la possibilité pour f de s'accroître est caractérisée par la valeur de f', et bien si ici cet accroissement est fini, on a cette inégalité qui est vraie. Donc, je vais passer à la deuxième version qui dit la même chose mais de façon légèrement différente. Plutôt que de dire que f' est compris entre petit m et grand M, eh bien on dit que f' en valeur absolue est inférieur à k. Ce qui revient au même en fait, hein, puisque si vous avez f' de x compris entre petit m et grand M, alors il peut se passer plusieurs cas, hein, mais vous avez f' de x qui sera inférieur au maximum de valeur absolue de petit m et de valeur absolue de grand M. Donc dire la première version ou la deuxième, en termes d'hypothèse, ça revient au même, mais pas exprimé de la même façon. La conclusion, évidemment, on va l'exprimer elle aussi différemment. Alors, pour tout a et b de l'intervalle i, valeur absolue de f de b moins f de a est plus petit que k multiplié par la valeur absolue de b moins a. Vous remarquez qu'on reconnaît ici le f de b moins f de a comme ici, en valeur absolue, donc avec quelque chose qui va être un petit peu du même principe que ça, plus petit que k qu'on retrouve ici en fait, hein, et puis la valeur absolue de b moins a qu'on retrouve là. Remarquez que ici on n'a pas écrit donc petite différence, hein, ici on avait impérativement a plus petit que b, ici on ne l'a plus forcément puisque la valeur absolue nous permet de nous affranchir de tout cela.
Voilà donc pour cette inégalité des accroissements finis, un petit théorème auquel je consacre une vidéo entière, puisque ce qui va être important, c'est la façon dont on va l'appliquer, surtout au-delà du théorème. Quelques petites remarques. Une première remarque graphique. Ici, l'inégalité des accroissements finis, ça exprime quoi graphiquement? Eh bien que la courbe représentative est située entre deux droites d'équation ici y égale f de a plus m multiplié par x moins a, et y égale f de a plus grand M multiplié par x moins a. La dérivée f' ici comprise entre petit m et grand M. Donc vous avez globalement une fonction, où est-ce que je pourrais vous faire un dessin? On va faire ça ici. Vous avez une fonction, et donc vous avez ici les deux droites dont il est question. On vient en quelque sorte encadrer l'accroissement de la fonction f. La deuxième remarque, c'est que on a également une possibilité de compréhension en termes d'intégrale. Alors, comme on n'a pas encore parlé d'intégrale cette année, je ne vais pas trop m'approfondir sur le sujet. On y reviendra dans le chapitre qui y sera consacré. Mais en fait, comment est-ce qu'on pourrait démontrer cette inégalité des accroissements finis, à peu de choses près, en intégrant cette inégalité-là. Voilà. On va plutôt se concentrer sur l'exercice 29 qui montre vraiment comment on utilise cette inégalité des accroissements finis, donc abrégée très souvent en IAF. Et donc comment on l'utilise et dans quel cas. Donc voilà le problème de l'exercice 29. Nous avons une fonction f, jusque-là rien de sorcier, définie sur un intervalle i égale 1, 2, ok, voilà notre fonction f. Et on a une suite définie par u0 qui est un élément de i. On ne sait pas combien vaut u0, mais on n'en aura pas besoin. Et c'est une suite récurrente définie par un plus 1 égale f de un, sachant que bien sûr f est la fonction qui est ici. Première question, on nous demande de montrer que f de i est inclus dans i. C'est-à-dire que, si on reformule la question 1, il nous faut montrer que pour tout x appartenant à i, f de x appartient lui aussi à i. Donc qu'est-ce qui se passe si on prend un nombre dans l'intervalle 1, 2 et que ce nombre on lui applique f, il faut montrer qu'on reste dans l'intervalle 1, 2. Très clairement ici, f est une fonction du second degré. Hein. Si on développe ça, on va avoir du second degré. F est une fonction qui est fonction polynomiale en fait, hein, qui est de classe C infini sur R, donc sur I. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir son tableau de variation, et dans le tableau de variation, avec un petit peu de chance, on sera capable de dire que f de i est inclus dans i. On va calculer la dérivée de f, il y a d'autres façons de faire, mais la dérivation c'est quand même relativement simple. Qu'est-ce que c'est que f' de x? Dérivée de 1, c'est 0. 1 demi. Facteur 2, ici on a quelque chose de la forme u multiplié par v. Donc u' qui vaut 1 multiplié par v plus u multiplié par v'. Attention, ici c'est moins 1. Donc on aura 1 demi, facteur de, ça se développe facilement, 2 moins x. Attention ici avec le moins 1, donc on aura moins x, moins 1 multiplié par moins 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi de quoi? 2 plus 1, 3, moins x, moins 2x. On descend un petit peu, donc il va falloir que l'on donne le signe de cette dérivée. Donc quand est-ce que 1 demi de 3 moins 2x est positif? Ça revient à dire que 3 moins 2x est positif. Ça revient à dire que 3 est plus grand que 2x. C'est-à-dire que x, alors je vais écrire ça comme ça, 3 demi est supérieur à x, ou encore
inférieur à 3,5. Passons à la page d'après pour faire un petit peu de place. On va pouvoir du coup avoir notre tableau de variation. On est sur l'intervalle 1, 2. 3,5 c'est 1,5, donc c'est entre les deux. Le signe de f' de x. Tac. Les variations de f. Hop. On a dit que si x était plus petit que 3,5, f' de x était supérieur à 0, donc positif. Ce qui fait qu'avant 3,5, on va avoir un plus. Et donc après 3,5, on aura un moins. Forcément, on a ce sens de variation comme vous le savez depuis longtemps. Et pour avoir tout ce qu'il nous faut, on va calculer les images. f de 1. Je remonte un petit peu. Ici, là, dans ma fonction f, si je remplace x par 1, 1 moins 1, ça me fait 0. Il me restera juste le 1. f de 1 est égal à 1. Pour la même raison, f de 2, il me restera 1 aussi. Et il me faut f de 3,5. Donc là, par contre, malheureusement, il n'y a pas de petite astuce. Je ne sais plus si c'était x moins 1, c'est x moins 1 et 2 moins x. Donc x moins 1, facteur de 2 moins x. 1 plus 1 demi, multiplié par 3 demi moins 1, ça nous fait 1 demi. Multiplié par 2 moins 3 demi, ça nous fait aussi 1 demi. Donc 1 plus 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, 1 huitième. 1 plus 1 huitième, 9 huitièmes. D'après ce tableau de variation, on peut en conclure que pour tout x appartenant à i, f de x appartient à l'intervalle 1, 9 huitièmes, qui est inclus dans l'intervalle 1, 2, puisque 9 huitièmes, ça fait quand même bien moins que 2. Donc pour finir cette première question, on va écrire que f de i est inclus très largement dans i. Voilà pour la première partie de cette première question. Dans la deuxième partie de cette première question, on nous demandait de montrer qu'il existe un réel cas tel que f' de x en valeur absolue est plus petit que k, lui-même plus petit que 1. On a calculé f' de x. Donc, f' de x, pour tout x appartenant à i, f' de x était 1 demi facteur 2, je vais remonter un petit peu parce que j'ai la mémoire courte, 3 moins 2x. Okay. Et il faut montrer que ça, en valeur absolue, c'est compris, c'est plus petit qu'une certaine valeur. Voilà. Et une valeur plus petite que 1 en plus. Donc je vais choisir x compris entre 1 et 2. On va faire moins 2x. On va être compris entre moins 2 et moins 4. J'ai multiplié par moins 2, donc je change le sens. J'ajoute 3. 3 moins 2, 1. 3 moins 2x. 3 moins 4, moins 1. J'ai plus qu'à tout multiplier par 1 demi. 1 demi. Bon, je vais écrire directement f' de x plutôt que 1 demi multiplié par 3 moins 2x. Donc ce que l'on vient de dire ici, c'est que si x est dans i, f' de x est compris entre moins 1,5 et 1 demi. Donc en valeur absolue, ça revient à dire que valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. Et puis 1 demi, clairement, c'est plus petit que 1. Donc conclusion de tout ça. Pour tout x appartenant à i, valeur absolue de f' de x inférieure à 1 demi, strictement plus petit que 1.
Et cette fois, on a bien complètement terminé la question 1. Deuxième question, une question très classique avec les suites. Déterminer L, appartenant à I bien sûr, vérifiant f de L égale L. On va dire que f de L égale L, c'est dire que 1 plus 1 demi facteur de L moins 1 facteur de 2 moins L est égal à L. On va développer, on va obtenir une équation du second degré et il n'y aura pas de souci pour la résoudre. Donc on aura 1 plus 1 demi. Je vous conseille de développer, de distribuer d'abord ça avant de multiplier par 1 demi. L multiplié par 2, 2L. L multiplié par moins L carré. Moins 1 multiplié par 2, moins 2. Et puis moins 1 multiplié par moins L, plus L. Ce qui revient à dire que 1 plus 1 demi, facteur de moins L carré plus 3L moins 2 égale L. Et donc 1 moins 1 demi de L carré plus 3 demi de L moins 2 fois 1 demi, donc moins 1, moins L égale 0. On va tout réécrire proprement. Moins 1 demi de L carré. 3 demi de L moins L, il va nous rester 1 demi de L. Et puis 1 qui est ici, moins 1 qui est là, il ne reste pas. Ça nous fait 0. C'est une équation du second degré, mais suffisamment simple pour qu'on la résolve sans trop de difficultés. On a donc L, on peut mettre 1 demi de L en facteur. Facteur de quoi? Facteur de moins L plus 1 égale 0. Ici, vous savez tous qu'une équation produit nul, un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Donc 1 demi de L égale 0, ou alors moins L plus 1 égale 0, ce qui revient à dire que L égale 0, ou L égale 1. Et ici, ça n'est pas dans I. Donc conclusion pour cette question, le réel que l'on a déterminé, c'est L égale 1. Voilà pour la deuxième question. Passons à la troisième, une question un petit peu plus compliquée, enfin en tout cas qui paraît plus compliquée. On nous demande de démontrer que pour tout entier n, valeur absolue de un plus 1 moins L est inférieure à k, valeur absolue de un moins L. Quand on voit ça, ça peut paraître très compliqué, mais avec l'inégalité des accroissements finis, cette question-là, elle va se faire de façon extrêmement simple. On va utiliser bien sûr, comme il y a des valeurs absolues ici, la version 2 de cette inégalité des accroissements finis. On doit vérifier que f est de classe C1 sur l'intervalle qui nous intéresse, donc sur l'intervalle I. Pourquoi est-ce que f est de classe C1? Parce que f est de classe C infini sur I, donc en particulier, elle est aussi de toutes les classes inférieures, donc f est C1 sur I, car en fait elle y est C infini. Donc j'ai ma première hypothèse de vérifier. Deuxième hypothèse, que l'on a obtenue grâce à la deuxième partie de la question 1. Ce que l'on a dit ici, c'est que pour tout x appartenant à I, f' de x est inférieur à quoi? Est inférieur à k avec k qui vaut 1 demi. Bon. Je n'ai plus qu'à appliquer mon inégalité des accroissements finis. D'après l'IAF, pour tout réel, alors pour tout couple de réels AB appartenant à I carré, on n'aura que valeur absolue de f de A moins, alors je vais la réappliquer exactement comme c'est marqué dans l'énoncé, f de B moins f de A, inférieur ou égal à K, valeur absolue de B moins A. Évidemment, ça c'est valable pour tous les couples A et B. Moi je vais l'utiliser pour un couple particulier, le couple dans lequel A, ça sera L,
et dans lequel B, ça sera UN. Donc ici, on aura, pour ce couple particulier, F de UN moins F de L inférieur ou égal à K UN moins L. En d'autres termes, F de UN, c'est UN plus 1. F de L, on l'a déterminé pour que ce soit L, plus petit que K UN moins L. Il y a juste là-dedans une petite entourloupe en quelque sorte, alors qui n'est pas vraiment une entourloupe parce que je vais l'expliquer. Mais il y a une petite chose que je n'ai pas dite, ou en tout cas pas justifiée. Ce que je n'ai pas justifié, c'est que UN était toujours dans l'intervalle I. Pourquoi a-t-on UN appartient à I? Ça se fait avec une récurrence très très simple. Soit Pn, la proposition UN appartient à I. On va montrer que Pn est vrai pour tout entier n. L'initialisation, U0, on nous le dit dans l'énoncé, appartient à I, donc P0 est vrai. L'hérédité, hop, on va pas noter ça comme ça, on va le faire un petit peu en abrégé, soit K appartenant à N, tel que P de K est vrai. C'est-à-dire qu'on a donc UK appartenant à I. Or, à la première question, on a vérifié que F de I était inclus dans I. Or, F de I est inclus dans I. Donc, F de UK appartient à I, puisque UK appartient à I. Ce qui revient à dire que UK plus 1 appartient à I. Donc P, K plus 1 est vrai. Conclusion de cette mini-récurrence, par principe de récurrence. Puisqu'on a une proposition qui est initialisée au rang 0, qui est héréditaire, pour tout entier n appartenant à n, UN appartient à I, ce qui justifie le fait ici que je puisse utiliser B comme étant ce UN. Donc B j'ai pris UN, A j'ai pris L. Et voilà ce qui conclut cette question 3, qui s'est faite très très simplement en utilisant l'inégalité des accroissements finis. Vous voyez que le début de cette question 3, il tient en quelques lignes et ne nous a pas demandé un travail très, très compliqué. Comment passer à la suite maintenant? La question 4, eh bien tout simplement, on nous demande d'en déduire cette chose-là. On peut utiliser un raisonnement là aussi par récurrence. Soit Pn la proposition, qui est UN moins L, inférieur ou égal à K puissance n, U0 moins L. Évidemment, on peut remplacer le K par un demi, puisqu'on a vérifié précédemment que K, on pouvait prendre un demi comme valeur pour K. Première chose, donc, l'initialisation. On va regarder ce qui se passe pour n égale 0. U0 moins L est égal à U0 moins L, donc inférieur ou égal à U0 moins L. Et ça, je peux le réécrire comme K à la puissance 0, U0 moins L, puisque K à la puissance 0 est égal à 1. Donc ça, P0 est vrai. On passe à l'hérédité. On prend un entier K pour lequel P de K est vrai. C'est-à-dire qu'on sait que UK moins L est inférieur. Alors, je ne devrais pas l'appeler K parce que K c'est autre chose. On ne va pas l'appeler K ici, je vais l'appeler petit m. Je devrais écrire les scripts avant, ça m'éviterait de m'embrouiller. Donc,
j'applique ma propriété précédente, inférieure ou égale à k puissance m, u0 moins L. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas um moins L, mais um plus 1 moins L. D'après ce qui précède, valeur absolue de um plus 1 moins n est inférieure ou égale à k um moins L. Ça, c'est la question 3. Et là, on a presque terminé, puisque ça, le um moins L, par hypothèse de récurrence, va être inférieur ou égal à k puissance m u0 moins L. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et ça vaut quoi? K multiplié par k puissance m plus 1, u0 moins L. Pm plus 1 est donc vrai. Passons à la conclusion. La conclusion, qu'est-ce qu'on conclut? Eh bien que par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, eh bien, un moins L est inférieur ou égal à k puissance n, u0 moins L. Voilà pour la question 4. Question 5, que peut-on conclure? D'après la question 1, on a vu que k était un réel positif, forcément. Donc, que k puissance n va tendre vers 0. u0 moins L, c'est une constante. On en déduit donc que, par passage à la limite là-dedans, la limite, quand n tend vers plus l'infini de un moins L, est égale à 0. En d'autres termes, un converge vers L. Question 6. Déterminer un rang à partir duquel on a nécessairement un-L inférieur à 10 puissance moins 3. Nous, on sait que u0 moins L, u0 est dans 1, 2, L est dans 1, 2, donc ça vaut 1, on l'a calculé. u0 moins L est égal à 1. u0 au maximum, ça vaut 2, donc ça sera forcément inférieur ou égal à 2. Donc un moins L, on a vu nous que c'était inférieur à k puissance n, mais on sait que k c'est 1,5, multiplié par 2, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance n moins 1. Quand est-ce qu'on a 1 sur 2 puissance n moins 1 inférieur à 10 puissance moins 3? En d'autres termes, ça revient à dire quand est-ce que l'on a 2 puissance moins 1, 2 puissance n moins 1, pardon, supérieur à 10 puissance 3. Quand est-ce que, avec des 2 puissance n, on va dépasser 10 au cube, ça fait 1000. La première puissance de 2 qui va dépasser 1000, c'est 1024. C'est 2 puissance 10. Donc quand est-ce que n-1 va être égal à 10? Il faut que n soit égal à 11. Quand est-ce que un-L sera inférieur à 10 moins 3? À partir de n égale 11, on en est sûr. Comme ici on n'a que des inégalités, peut-être que ça se produira avant. Mais en tout cas, à partir du rang n égale 11, on est certain que un-L sera inférieur à 10 puissance moins 3. Et voilà ce qui termine cet exercice d'application de l'inégalité des accroissements finis qu'on a appliqué finalement qu'une seule fois là-dedans.
ici au début de la question 3. Cette inégalité des accroissements finis nous a permis de faire rapidement cette question 3 qui peut être assez compliquée, mais là, la partie la plus difficile de tout ce travail, elle a été réglée tout de suite grâce à l'inégalité des accroissements finis. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 29.